France Info, les infos de l'étrange. Thème: l'histoire du capital. Après des siècles de repli, de peur, de seigneuries figées et de routes désertées, quelque chose remue à nouveau. L'Europe, jusque-là fracturée et immobile, se réveille brutalement. Des routes se rouvrent, des flottes se reforment, et la croix se dresse comme symbole d'un monde en reconquête. Nous sommes en 1095, quand Urbain II, au concile de Clermont, lance ce cri: « Dieu le veut !» Les foules entendent un appel du ciel. Les princes, eux, entendent autre chose. La promesse d'or, de terre, de tribus et de routes commerciales perdues depuis Rome. Le capital, qui stagne depuis le IXe siècle dans des seigneuries ossifiées, retrouve un principe dynamique. Il quitte la stabilité féodale pour redevenir expansion, risque, conquête sacrée. Ce sacré devient carburant et la prédation justifiée. « 1096-1099, la première croisade traverse l'Anatolie, massacre Antioche et prend Jérusalem dans un bain de sang. 1147-1149, seconde croisade. 1189-1192, troisième avec Richard Cœur de Lion et Saladin. 1202-1204, quatrième croisade, les croisés, manipulés par Venise, pillent Constantinople, symbole de l'empire chrétien d'Orient. Derrière les bannières, une économie se reconstruit. Des milliers de soldats, pèlerins, marchands, artisans circulent entre Flandre, Italie, Levant et Byzance. L'or, les soieries, les épices, mais aussi les captifs refont surface. Entre 1096 et 1099, la première croisade traverse l'Anatolie, s'empare d'Antioche dans un déchaînement de violence, puis prend Jérusalem dans un bain de sang qui marquera durablement les chroniques. La seconde croisade, de 1147 à 1149, tente maladroitement de conforter les positions chrétiennes. Puis vint la troisième, de 1189 à 1192, celle qui oppose deux géants médiévaux, Richard Cœur de Lion, le roi chevaleresque, et Saladin, stratège brillant et souverain respecté même par ses ennemis. Enfin, la quatrième croisade, 1202-1204, dérape complètement. Manipulés par les intérêts commerciaux de Venise, les croisés détournent leur mission et pillent Constantinople, pourtant capitale du christianisme oriental. Une blessure politique et religieuse irréparable. Mais derrière ces armées, derrière les bannières et la rhétorique sacrée, une autre réalité émerge. La croisade devient un gigantesque corridor économique. Des milliers de soldats, pèlerins, marchands et artisans circulent entre les Flandres, l'Italie, le Levant et Byzance. Les routes se rouvrent. On voit revenir l'or, la soie, les épices, et plus sombrement, les captifs. C'est une reconfiguration massive des échanges euro-méditerranéens. Fondés vers 1120, les Templiers ne sont pas seulement des moines soldats chargés de protéger les pèlerins. Très vite, ils deviennent une puissance structurante des croisades et même l'un des piliers de l'économie médiévale. Durant les croisades, ils assurent la sécurité des routes et des ports,
Ils tiennent des forteresses clés comme le Krak des chevaliers. Ils servent d'armée d'élite pour les États latins d'Orient. Ils agissent comme médiateurs et messagers entre princes et papes. Mais plus discret encore et plus décisif est leur rôle financier. En quelques décennies, l'ordre se transforme en réseau bancaire international avant l'heure. Dépôts sécurisés à Paris, Londres, Venise, transferts vers Césarée, Acre, Jérusalem, gestion des trésors royaux, prêts gigantesques aux rois et aux seigneurs croisés. En 1150, ils mettent en place un outil révolutionnaire, la lettre de change. Un pèlerin peut déposer son or à Paris et le retirer en Terre Sainte sans transporter une seule pièce. La valeur circule, mais la matière, elle, ne bouge pas. Ce mécanisme crée quelque chose de totalement nouveau. L'argent comme promesse, détaché du métal. La monnaie devient spirituelle, immatérielle, presque métaphysique. La signature du Templier, un religieux armé au service du Christ, remplace le lingot. La dette devient un acte de confiance, donc un acte religieux. À cet instant précis, l'économie du salut et l'économie du crédit fusionnent. L'abstraction romaine, l'idée que la valeur peut exister sans métal, revient, mais sanctifiée. Le Moyen-Âge crée, sans le vouloir, la base du système financier moderne. Entre 1120 et 1280, les foires de Champagne, Troyes, Provins, Lagny, Bar-sur-Aube, deviennent le véritable cœur battant de l'Europe. On y croise drapiers flamands de Bruges, marchands génois et vénitiens, orfèvres rhénans, banquiers lombards. Les routes du Nord rejoignent la Méditerranée. Les villes crèvent leurs remparts médiévaux. Florence, Sienne, Pise, Bruges réapparaissent comme puissance financière. Les communes s'affranchissent, parfois en rachetant leur liberté aux seigneurs. L'argent devient instrument d'émancipation politique. Le capital cesse d'être féodal. Attaché à un suzerain, il redevient circulation. La ville devient une matrice. Marché, église et banque partagent un même espace symbolique. Le sacré et le commerce deviennent deux faces d'un même autel. Les croisades ont coûté une fortune. Une armure complète est l'équivalent de 2 à 3 années de revenus d'un petit seigneur. L'entretien d'une flotte pour Venise ou Pise, des milliers de florins. Les rançons, pour libérer Richard Cœur de Lion en 1193, sont payées par l'Angleterre à l'ordre de 100 000 marks d'argent, une somme colossale pour l'époque. Les royaumes s'endettent auprès des banquiers lombards, les Cavalcanti, les Mozzi, les Scali. L'Église, officiellement opposée à l'usure, détient elle-même des parts dans les banques italiennes dès le XIIe siècle. Le capital devient moralement contradictoire, interdit, mais vital. C'est le début du capitalisme schizophrène, une économie où la dette est un péché, mais aussi la condition de la gloire et du salut. En 1190, intervient la création du Banco di San Giorgio à Gênes. En 1252, le florin d'or de Florence devient la première monnaie stable de l'Europe depuis Rome.
De 1268 à 1340, les banques Peruzzi, Bardi et Acciaiuoli prêtent aux rois de France et d'Angleterre. Les marchands deviennent une nouvelle élite. Ils lisent, calculent, écrivent et parfois dirigent la cité. Le chiffre devient pouvoir. La comptabilité devient langage du monde. L'argent retrouve une dimension quasi divine, un verbe qui crée. Écrire un chiffre, c'est faire exister une dette. Le capital devient esprit. Il agit sans corps, sans métal, sans armée. Les grandes cathédrales, Chartres en 1194, Reims en 1211, Amiens en 1220, sont financées par des marchands, des guildes et des banquiers. La frontière entre salut et profit s'efface. Les indulgences apparaissent officiellement vers 1230-1250. On rachète ses fautes. On paie pour réduire son séjour au purgatoire. Le salut devient un produit. L'économie pénètre ce qu'il y avait de plus sacré, l'âme. C'est la fusion parfaite du théologique et de l'économique. Accumuler, c'est sauver. Dépenser, c'est purifier. Le capital devient théologie appliquée. Il y a un moment où le capital devient si puissant qu'il cesse d'obéir à ceux qui croyaient le dominer. Au début du XIVe siècle, l'Europe découvre que l'argent ne sert plus les rois. Il les ruine. En 1307, Philippe IV le Bel, roi de France, est exsangue. Depuis des années, il finance ses guerres contre l'Angleterre et la Flandre à crédit. Ses créanciers, les Templiers, une organisation religieuse devenue la première multinationale européenne. 9000 commanderies et dépendances, un réseau bancaire couvrant Paris, Londres, Venise, Acre, Chypre, coffre-fort de tous les rois d'Occident et capacité de transfert de fonds plus rapide que n'importe quel État. Le 13 octobre 1307, à l'aube, il lance l'opération la plus brutale de l'histoire financière médiévale. L'arrestation simultanée de tous les Templiers du royaume. Pour ce faire, il les accuse d'hérésie. En réalité, c'est du vol. Le roi saisit leurs coffres, leurs terres, leurs registres comptables. Il brûle une dette qu'il ne peut plus payer. Mais dans ce geste, quelque chose change. Le capital se révèle plus dangereux que la couronne. Le 18 mars 1314, sur l'île de la Cité à Paris, Jacques de Molay, dernier grand maître templier, est brûlé vif. Tandis que les flammes montent, les témoins racontent qu'il maudit le roi. Mais la vraie malédiction, silencieuse, est ailleurs. Avec la mort des Templiers, l'Europe perd son principal régulateur financier. Un monde sans banquiers religieux, sans réseau transnational, sans neutralité de la foi, devient un terrain ouvert pour les marchands privés. Le roi a gagné une bataille, mais il a perdu l'équilibre du monde économique. De 1340 à 1345, après les Templiers, les rois se tournent vers une autre source de crédit, les banquiers italiens, et surtout la maison Bardi à Florence, la maison Peruzzi à Florence
et la maison Acciaiuoli, plus petite mais très active. Les rois d'Europe empruntent à ces familles comme on respire. En 1339, Édouard III d'Angleterre prépare la guerre de 100 ans. Armée, arcs longs, chevaux, navires, tout se paie. Il emprunte des sommes colossales. En 1340, Édouard III fait défaut. Il refuse de payer. Résultat immédiat, en 1343, les Peruzzi s'effondrent. En 1345, les Bardi déclarent faillite. L'économie florentine bascule dans la panique. C'est la première crise bancaire systémique de l'histoire européenne. Mais il y a un paradoxe. La chute des banquiers ne stoppe pas le capital. Elle le libère. Les structures anciennes tombent. Les flux, eux, continuent, comme une rivière qui trouve un autre lit. Puis vint la peste noire. En 1348, le bacille traverse l'Europe comme un incendie. Italie, France, Allemagne, Angleterre, Scandinavie. En 2 ans à peine, 30 à 50% de la population disparaît. C'est peut-être la plus grande catastrophe démographique de toute l'histoire européenne. Et pourtant, et c'est là la rupture métaphysique, la mort ne brise pas le capital. Au contraire, les terres abandonnées sont revendues par blocs entiers. Les loyers s'effondrent, les salaires explosent, parfois multipliés par 2 en 1 an. Les survivants héritent de tout. Les villes se remplissent d'opportunités nouvelles. Les États réorganisent la fiscalité autour des vivants, pas des morts. La richesse change de main, mais ne disparaît pas. Pour la première fois, l'Europe comprend ceci. Le capital n'est pas lié à la vie humaine. Il circule sans nous. Il s'enrichit de nos ruines. À partir de là, l'or change de nature. Il n'est plus symbole terrestre. Il n'est plus signe de pouvoir. Il n'est plus instrument de foi. Il devient absolu. La mort ne l'arrête pas. La faillite ne le supprime pas. Le feu ne le consume pas. Le roi lui-même ne peut plus le contraindre longtemps. Il trouve toujours un autre canal, un autre marchand, un autre État, une autre guerre pour circuler. Il devient une sorte d'esprit détaché de la chair, un principe qui se moque de la fragilité humaine. Rome avait créé le temps compté. Le Moyen-Âge tardif invente le capital autonome, un mouvement sans sujet, une force sans visage, un système qui survit à ses créateurs. La mort devient son carburant, la crise son moteur, la ruine son terrain de jeu. C'est la première étape vers la modernité. Un capital qui n'a plus besoin de l'homme, seulement du mouvement. L'Europe a rouvert le monde, mais elle a signé un pacte. Foi et richesse, or et salut, comptabilité et éternité. L'or a sanctifié le sang, et le sang a lubrifié le retour du capital. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette dynamique sacrée sécularisera complètement la machine et la chair, la renaissance, les ateliers, les armes à feu et la naissance d'un capital devenu mécanique.
Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode du podcast Transinfo sur le thème de la métaphysique du capital. Je vous invite à manifester votre sollicitude en cliquant sur un pouce et en laissant un commentaire. Je vous propose de revenir pour le prochain épisode, le 4e. La machine et la chair, comment la Renaissance a transformé l'or en force productive. À très bientôt sur Transinfo.